Nous cherchons tous à vivre le mieux possible, améliorer notre qualité de vie et celle de notre famille, approfondir nos relations intimes et être heureux au travail. Nous essayons bien certaines voies, empruntons des sentiers plus ou moins balisés ou parcourons des chemins peu fréquentés, mais il nous manque souvent ce petit supplément d'âme qui nous permettrait de devenir chaque jour une meilleure personne. Lucie Douville, rédactrice en chef du magazine Vivre, et Jean-Claude Jeunel, philosophe, écrivain et observateur passionné de la nature humaine, nous proposent d'explorer 12 valeurs qui peuvent transformer notre vision de l'existence. Du courage à la persévérance, de la confiance à la compassion, nos témoignages recueillis dans la rue et nos interviews de personnalités québécoises vous permettront de découvrir des valeurs à vivre. Bienvenue à cette série de rencontres des valeurs à vivre. Êtes-vous heureux? Votre vie vous satisfait-elle pleinement? On sent autour de nous que plusieurs personnes cherchent à améliorer leur qualité de vie sans trop savoir comment faire. Certains vont faire leur quête de bonheur au niveau du travail. Ils se disent peut-être que c'est au niveau du travail que je vais aller chercher ce qui me manque. D'autres, ça va être au niveau du sport. D'autres, ça va être dans des relations amoureuses qui vont passer une après l'autre. Et ils sont toujours quand même avec la même recherche à dire « Oui, mais même si je fais beaucoup de sport, même si j'ai un travail qui me plaît, il me manque toujours quelque chose. Qu'est-ce que c'est? » Peut-être que le problème vient du fait que l'on cherche à l'extérieur de nous la solution à un problème et cette solution-là se trouve peut-être en nous. Alors l'homme serait riche de la clé qui lui ouvrirait la porte du bonheur. Si nous possédons cette richesse à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça peut bien être? Tout ce potentiel dont nous avons besoin pour réussir la vie, certainement pour être beaucoup plus heureux, les outils de la transformation, ces valeurs qui nous apportent un souffle différent, une énergie totale pour exister pleinement. En fait, il s'agit de vivre ce que l'on est, de savoir comment s'y prendre dans une relation, face à une situation. On sent bien que le temps est venu d'être dans quelque chose de différent. On a tous besoin d'être dans une vie différente. On voit bien autour de nous que tout est en train de se transformer. Tu le disais toi-même, c'est vrai qu'on cherche, on a besoin de trouver, on a besoin de se rencontrer, on a besoin d'être à l'intérieur de soi pour prendre conscience de ce potentiel, pour le faire exister pleinement en toute conscience. Parce que on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin d'écouter ce qui se passe en soi pour avoir des réponses à tout ce questionnement de la vie, des uns, des autres, de la vie que nous vivons, le couple, les enfants, tout ce qui se passe dans ce monde qui peut faire peur. On dirait parfois qu'on se retrouve, c'est qu'on a comme perdu le sens, comme si la vie avait plus de sens. Et on se retrouve un peu perdu à ne plus savoir quelle avenue prendre, quelle façon de réfléchir. Exactement, nous sommes dans une impasse. Exact. C'est exactement ça, une impasse au pied du mur. D'ailleurs, l'expression, elle est belle parce que être au pied du mur signifie où on se cogne et on s'arrête, où on le dépasse, on va de l'avant et on progresse. Ce que l'on est à l'intérieur de soi nous invite à la progression, nous invite à aller de l'avant, à dépasser ce mur. Et finalement, et si ce mur n'existait pas, s'il n'était qu'une illusion? Et une des étapes qui est importante dans ce cheminement-là, c'est de devenir responsable de nos vies, de savoir qu'on a une action et en étant responsable de ce qui nous arrive, on n'est plus des victimes.
On n'est reprend plus- notre pouvoir. Exactement. Non seulement on n'est plus des victimes, mais on ne laisse pas croire à l'autre que si on est malheureux, c'est de sa faute. Parce que nous sommes toujours dans l'accusation de quelque chose ou de quelqu'un. Là, non, on devient responsable. C'est extrêmement important. La responsabilité est une liberté à part entière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, la vie est mauvaise. Ah, le bon Dieu est ici. Ah, c'est l'autre qui fait ça. » Alors que la vie, elle ne veut pas nous embêter. Elle veut nous inviter à évoluer. Ben oui. Et la vie, elle nous interroge. Elle nous dit finalement, et pourquoi tu n'as rien fait? Et pourquoi alors tu reproches ci, cela? Et toi, qu'as-tu fait? C'est pour ça qu'elle nous lance des défis. Et c'est pourquoi on a envie de les relever. Parce que quand on est devant un défi, c'est-à-dire une situation, ça nous oblige vraiment à faire quelque chose. Ça nous oblige à réagir. Alors nous, on a décidé de faire quelque chose. Avec tous les gens qui se questionnent sur leur vie, on a choisi de vous présenter une série de 12 émissions où on va vous présenter les 12 valeurs humaines. La formule que nous utiliserons tout au long de cette série, on est allé questionner les gens sur la rue parce qu'il n'y a pas juste nous qui se questionnent sur la vie. C'est quoi les valeurs humaines? Comment elles se manifestent dans notre existence? Qu'est-ce qu'on en perçoit? Donc, à chaque émission, on a notre jeune journaliste Joël Lightbound et on est allé sur la rue questionner les gens pour savoir s'ils se posaient les mêmes interrogations que nous sur la vie, sur les valeurs humaines. On est allé rencontrer plus d'une centaine de personnes, leur poser des questions comme « C'est quoi la patience pour vous? C'est quoi l'obéissance pour vous? » Et c'est notre jeune journaliste Joël Lightbound qui a servi de porte-parole. Afin d'approfondir également chaque valeur, nous sommes allés rencontrer des invités bien spéciaux. Et oui, je suis allé rencontrer Edith Butler, mais aussi Guylaine Langto, Rémi Tremblay. Nous avons rencontré aussi Louise Brissette et nous leur avons posé la même question. Il y en a plusieurs comme ça. Si vous le voulez bien, regardons ensemble une mosaïque d'extraits de nos entrevues. Ici Joël Lightbound et j'ai questionné pour vous les gens dans la rue sur les valeurs. Allons voir ce que ça donne. Le courage, c'est nécessaire dans la vie d'aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait la beauté de l'existence dans la vie. Le courage, mon Dieu. C'est une bien belle valeur. Chez les autres, j'imagine. Je suis pas sûr que je serais très courageux. Pour moi, le courage, c'est vaincre ses faiblesses. De courage. Je n'ai pas. Courage. Ouh là là! C'est de bien accomplir ses tâches tous les jours, du mieux que l'on peut, pour être satisfait de notre journée, jour après jour. Le courage, c'est savoir exprimer ses idées au bon moment. Les opinions, le courage de ses opinions, oui, c'est la conscience. Pour moi, l'opinion, c'est la voix de ma conscience. Ma conscience me parle, me dit ma vérité à moi, qui varie suivant chaque personne, et ma vérité à moi peut s'avérer différente de la vérité de la majorité. Et me voilà donc coincée, où je m'aime. Et pour moi, le courage, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est de se permettre d'être qui on est et de dire ce que notre conscience nous dit et de faire ce que notre conscience nous dit. Donc, on est dans cette ambivalence, cette difficulté face à le cœur, face au cœur qui parle, à la conscience qui nous dit quoi faire, et en même temps, les gens qui disent « ça se fait pas, ça se dit pas, je vais perdre mes amis, je vais perdre l'amour des autres ». Et je pense que ça se résume, si je dois vraiment résumer, condenser l'expérience courage, c'est l'amour de soi par opposition au manque de courage qui est l'amour des autres. C'est-à-dire avoir ou conserver l'amour des autres qui va prendre le dessus quand on manque de courage. On préfère l'amour des autres à l'amour de soi. Alors, ne plus avoir peur, ça veut dire alors qu'il ne faut plus avoir peur des autres, donc il faut avoir beaucoup de courage pour ne plus avoir peur des autres, peur d'un jugement, peur d'être dans une sorte d'opposition. La peur ne part pas. La peur est là. Je croyais auparavant qu'il fallait se débarrasser de ses peurs.
Hein? Débarrassez-vous de vos peurs, faire la guerre aux peurs. Non. Enfin, moi aujourd'hui, je ne crois plus à faire la guerre à quoi que ce soit. Encore, surtout pas à ma peur. Quand je prends conscience de la peur, je l'accueille. Je l'accueille et je lui permets d'être. Mais c'est pas elle qui va mener ma vie. Pour moi, qu'est-ce que c'est l'honnêteté? C'est une bonne question. Je trouve que c'est une très belle vertu, une très belle qualité et c'est pas toujours facile d'être intègre, mais c'est une qualité que j'apprécie chez les gens, en tout cas, et puis que j'essaie de cultiver. Je pense que l'honnêteté, c'est de dire vraiment ce qu'on a dans le fond des tripes. Moi, je dirais le respect de moi-même puis le respect des autres, c'est de l'honnêteté. De dire ce que tu ressens malgré les conventions, malgré ce qui est politically correct, malgré la pression sociale. Je pense que c'est ça. Être honnête, c'est se regarder dans le miroir puis pas avoir honte de ce que tu vois. Honnêtement, on n'est pas là où on est. Et ça, je pense que c'est un des premiers aspects qui m'interroge dans le rapport au temps, mais aussi dans la question de l'honnêteté par rapport à la connaissance de soi. Donc, on est souvent dans le passé, mais on est rarement dans l'instant. On dirait bien que l'instant, le moment présent, il guide bien les qualités que l'on peut avoir, qu'il s'agisse de tolérance, de respect. Ça nous oblige toujours à nous adapter. Donc, être honnête avec soi-même, avec l'autre, avec la société, la vie, c'est aussi savoir vivre l'instant. Voilà, savoir vivre l'instant et savoir puiser à l'intérieur de soi le plus honnêtement possible pour aller chercher les ressources à l'intérieur de soi. Je crois qu'un des plus grands mensonges qu'on peut se faire, c'est de croire que pour se connaître, on a besoin d'aller à l'extérieur, c'est-à-dire d'aller chercher à l'extérieur. Vous savez, dans le développement de soi, dans le processus de connaissance de soi, il y a une espèce d'industrialisation de plus en plus grande. Je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais au Québec, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire une espèce de marchandage de la connaissance de soi. C'est-à-dire, avec telle formation, je vais mieux me connaître. Et il y a toujours quelque chose de plus qui va pouvoir m'apporter ma connaissance de moi, mais toujours vers l'extérieur. Et ça, je crois que c'est un leurre. Donc, à la fois dans l'espace, c'est-à-dire ça se situe à l'extérieur de moi, et à la fois dans le temps, un jour, lorsque j'aurai acquis cette sagesse-là, je vais être heureux. Et de situer le bonheur avant de soi, et pas le sentir dans le moment présent et être honnête avec le moment où je suis bien avec moi, où je suis avec moi, justement, avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir à être soi. Et le risque d'être soi dans l'imperfection aussi, dans le temps où je suis. Hein, on aimerait, puis vous parlez de l'imprévu, c'est sûr qu'on aimerait prévoir l'avenir, on aimerait prévoir ce qui va arriver demain et pouvoir être capable de réagir à l'avenir. Mais je crois que la seule chose qu'on peut, le seul pouvoir qu'on peut avoir dans la connaissance de soi, c'est qu'est-ce que je fais en ce moment pour faire en sorte que ma vie ait un sens, pour faire en sorte que ma vie soit le plus vrai possible en lien avec moi. C'est une bonne question, ça, là. La confiance, c'est d'être sûr de ce qu'on fait, hein? D'avoir des buts, d'avoir des objectifs, prendre les moyens pour arriver à ses fins. Je crois qu'il y a un lien sérieux avec l'histoire de peur. Si on arrive à éliminer complètement les peurs, et j'y crois, là, il y a une confiance qui régnerait, j'imagine, ouais. C'est la confiance, pour moi, c'est comme la sécurité qu'on a de soi-même ou de quelqu'un d'autre. C'est vraiment une sensation de bien-être ou de sécurité. La confiance, c'est laisser carte blanche à l'autre, puis en se disant qu'on va être respecté. Ben c'est se sentir sûr de soi, c'est d'être à l'aise, c'est d'être bien dans sa peau, d'avoir confiance. Et oui, bien sûr, parce que je crois qu'on ne vient pas au monde avec la confiance, on la développe tout au long de notre vie. Et quand on parle des enfants, effectivement, ces enfants-là m'ont permis de développer cette confiance-là que je n'avais pas à un certain moment donné. Et ça dépend toujours de ceux qui éduquent aussi les enfants. Combien de fois j'ai vu des parents enlever la confiance que certains enfants avaient en eux, à leur façon d'être, leur façon d'agir. C'est très facile de détruire la confiance chez quelqu'un, c'est très difficile
d'essayer d'apporter cette confiance-là, d'aider les gens, les enfants, les personnes à développer cette confiance. Moi, je ne l'avais pas, la confiance. Et je vais être très honnête avec vous, c'est tout récent. C'est tout récent que j'ai confiance en moi. Même si tout au long de ma vie, j'ai eu des enfants autour de moi qui sont purs, qui sont vrais, authentiques, qui, oui, c'est vrai, avaient confiance en moi. Mais savez-vous ce que je trouve d'amusant dans tout ça? C'est que on demande, je vais vous donner un exemple. Ma fille Myriam, en qui j'ai une confiance incroyable, et je croyais qu'elle avait confiance en elle. Elle était toute petite, puis je lui disais, mais moi, j'ai tellement confiance, Myriam, tu peux faire ça. Je sais que tu vas réussir. Mais c'est pas de moi qu'elle voulait entendre ça. Elle voulait l'entendre de son père. Parce que son père était très exigeant. Son père, c'est le premier homme de sa vie. C'est celui qui va lui dire qui elle est comme femme. Et donc, c'est de lui qu'elle avait besoin d'entendre « J'ai confiance en toi ». Alors, même si on dit à quelqu'un « J'ai confiance en toi », même si on croit que cette personne-là a confiance en elle, bien souvent, elle va rechercher chez l'autre quelqu'un qui va venir lui dire « Vas-y, ma chérie, j'ai confiance en toi ». Les enfants me disaient, par leur agissement, bien sûr, comme à l'émission, ils venaient instinctivement me voir. La connexion, elle était vraie. C'est vrai que ces enfants-là, moi, je sais qu'ils ont confiance en moi et c'est réciproque. Je les adore, je les aime. C'est ma nourriture, c'est mon énergie. Ces enfants-là m'ont permis d'être ce que je suis. Vraiment. Par contre, j'avais besoin d'entendre des gens plus âgés que moi, des gens pour qui je faisais des choses, que je travaillais. J'étais comme, est-ce qu'ils ont confiance en moi? On cherche toujours à aller vers ceux qui sont plus exigeants que nous pour vérifier ou pour même se confirmer à soi-même qu'on a confiance en nous. La tolérance, pour moi, c'est quoi? Mon Dieu, pour moi, c'est le respect des gens. La tolérance. On vit quand même d'un pays qui est démocratique. La tolérance est grande. La tolérance, c'est être capable de tolérer tout le monde, c'est être capable de comprendre tout le monde. Bien, c'est d'être capable d'accepter les différences des autres. Ah, on a beaucoup de tolérance dans mon métier. Ça prend énormément de tolérance pour faire mon métier. Oh, la tolérance, c'est accepter la différence, être à l'aise avec ce qu'on ne connaît pas et être curieux de ce qu'on ne connaît pas. D'accepter les différences? À brûle sur point comme ça, la tolérance, c'est de se questionner sur l'autre avant de porter un jugement. La compréhension de soi-même, à l'intérieur de soi-même, cette culture de la tolérance en soi peut mener à extérioriser, bien sûr, la tolérance à l'extérieur. Parce que si on a un sentiment de l'autocondamnation, de la non-compréhension de soi-même, de l'autoculpabilisation, on n'est pas tolérant. Et si on se culpabilise, si on n'essaie pas de se comprendre, on sera obligatoirement projeté, on va projeter les mêmes choses à l'extérieur. Mais si on a pris l'habitude d'essayer de se comprendre, des non-jugements, des non-culpabilisations de soi, on pourra projeter vers les autres ces mêmes sentiments, ces mêmes états de quiétude, de compréhension. Ça veut dire alors que si on rencontre l'autre et qu'on sait vraiment vivre la tolérance par rapport à une situation ou par rapport à l'autre, ça nous donne de grandes chances à nous rencontrer nous-mêmes, à faire ce travail intérieur. Absolument, parce que d'abord l'autre, je peux dire ceci, on comprend la tolérance envers soi-même, c'est-à-dire dans la compréhension, les non-jugements en fait, les non-jugements et la non-culpabilisation. On peut procéder par là, mais aussi, on peut procéder autrement également. C'est dans la compréhension de l'autre, les non-jugements de l'autre. Et qu'on pourrait effectivement aussi se tourner vers soi-même pour se comprendre, se saisir. Parce que là, je crois que c'est ce qui est fondamental dans cette idée de tolérance, dans ma compréhension, c'est qu'il faut savoir qu'à tout moment, il n'y a personne, mais personne alors, qui soit identique à l'autre.
ni dans les pensées, ni dans la façon de voir, ni dans le comportement. Et comprendre qu'on n'est pas... Il ne faut pas comprendre la tolérance comme si on s'est trouvé dans un état où on est pratiquement parfait, on représente l'exactitude, la meilleure façon de penser, d'agir. Et tolérance, ça devient se prendre pour un modèle. Ce n'est pas vrai. Le modèle, c'est qui? Chaque individu est un modèle. Pour vous, la justice, c'est quoi? C'est une très bonne question. Vous avez quoi, 2-3 heures? Le respect, ça part du respect, je crois. Le respect de la vie, le respect des êtres dans ce qu'ils peuvent apporter de différent, la tolérance. Je pense que la justice, ça part des petites actions qu'on a à prendre les gens comme ils sont, à tolérer les différences aussi. Ce qui me vient spontanément, là, je suis mère de famille, ce qui fait que par rapport aux enfants, ben, c'est lorsque, exemple, on donne notre parole, on dit qu'on va faire une activité avec les enfants, ben, c'est important de la respecter, d'être juste avec l'enfant et d'accomplir l'activité le plus possible quand on peut le faire. C'est ce qui est le plus important. Moi, je place la justice au-dessus de tout. D'ailleurs, au-dessus de notre arbre de la paix est l'aigle. L'aigle qui surveille, l'aigle qui voit à ce que la paix et la justice soient rendues. C'est le règne de la justice, l'aigle. Mais c'est une justice spirituelle. Est-ce qu'on peut dire alors que lorsque on dit de l'aigle que c'est l'oiseau qui vole le plus haut, et aussi c'est le seul oiseau qui peut regarder le soleil sans avoir mal aux yeux, comme il s'agit d'un symbole, en tout cas d'une vérité, ça veut dire que si on est dans la puissance de l'aigle, puisqu'elle représente la justice, il veille, et qu'on regarde en soi, le soleil qu'on va y trouver, c'est la vérité, cette justice intérieure, divine. Puisqu'on parle de l'aigle, on va prendre la plume d'aigle qu'il y a ici. C'est une très vieille plume d'aigle qui a appartenu au fondateur du gouvernement de la nation indienne de l'Amérique du Nord. Donc, une instance suprême chez les Amérindiens. Mais l'aigle est la créature qui vole le plus haut et par conséquent qui est la plus près du grand esprit. Du soleil, si vous voulez, ou du grand esprit. Et puis c'est un signe de protection spirituelle et de justice suprême. On l'utilise comme cela parce que les vieux, nos guides spirituels nous ont enseigné à utiliser cette plume d'aigle-là dans un esprit toujours de justice. Par exemple, lorsqu'on s'adresse aux esprits, aux énergies, on prend la plume d'aigle. Et dans un souci de justice toujours très, très élevé, on va dire, Créateur, non seulement je ne dois jamais mentir, mais également je dois toujours dire la vérité. Si je vous dis le mot obéissance, à quoi est-ce que vous pensez? Obéissance, je penserais à l'éducation, aux enfants qui obéissent leurs parents au niveau de l'éducation et d'élever les enfants. À ce qu'on nous enseignait à l'école quand on était jeunes. D'obéir aux professeurs, d'obéir aux parents, d'obéir aux règles de la société. Ça me fait penser quand tes parents te demandent de quoi, il faut que tu obéisses, tu fais qu'est-ce qu'ils te demandent. Là. Obéissance? Oui. Jeunesse. Obéissance. Une notion qui est plus ou moins galvaudée, qui est oubliée aujourd'hui. Je sais pas, soumission, l'ordre, je sais pas exactement. C'est des vieilles choses qu'on n'entend plus parler, ça. La première chose, pour moi, ça m'empêche de m'éloigner de moi-même. Parce que si j'obéis, ça dépend à quoi j'obéis. Si j'obéis à mes pensées qui sont pas toujours les bonnes pour moi, ou peut-être que là, je peux m'éloigner de moi-même. Mais si j'obéis vraiment à ce que je ressens, à mes valeurs, à ce que je suis, et plus je me connais bien, plus j'écoute qui je suis, je pense que ça m'empêche de m'éloigner de moi-même. Et donc de ce que j'ai à faire, de ce que je veux réaliser. En quelque sorte, c'est une sorte de protection alors? Ben peut-être.
Mais je dirais que c'est bien de se protéger parfois de ses pensées, effectivement. Si j'écoute mes intuitions, automatiquement, je me protège de d'autres choses qui est très extérieures à moi. Et effectivement, ça me recentre. Si on obéit à soi-même et si on obéit à des règles qu'on se donne aussi en termes de société ou en termes de groupe, si je prends l'organisation du travail, ben, c'est incroyable comment on est en confiance. Donc, on doit être en sécurité, finalement. Ça doit être une protection, mais l'obéissance amène la confiance. Mais obéir à des éléments communs qu'on s'est donnés, après, c'est incroyable. C'est très difficile de vivre sans règles qu'on se donne. Et après, quand on obéit à des règles qu'on s'est données ensemble, en tout cas, chez nous, c'est ça qui est la base de la confiance. Bien sûr. Mais tu parlais d'obéissance au niveau des pensées. L'obéissance aussi intérieure, intuitive. Bien, tout à fait. Puis moi, je fais la distinction, parce que je pourrais très bien obéir à mes désirs, à mes ambitions, à ma folie un peu aussi. Ou je peux aussi obéir à quoi? Tu sais, on est tellement de choses. Je peux obéir à mes peurs, je peux obéir à mes intuitions, je peux obéir à je sais pas moi, à ma relation plus spirituelle ou à vraiment ce que je suis comme individu. Et je peux obéir à d'autres aussi, à d'autres personnes. Moi, je suis très, très docile. Il y a des gens avec qui j'obéis totalement. Mais je dirais qu'en fonction de certaines choses particulières, je vais obéir à une personne plutôt qu'à une autre. Avant, j'étais en conflit peut-être un peu avec ça, où j'obéis à quoi? J'obéis à mon œuvre familiale, à mon œuvre professionnelle, ma mission sur la Terre, etc. Mais je dirais, plus j'évolue ou plus je grandis ou plus je deviens jeune, peut-être c'est plutôt ça, plus je deviens moi-même, honnêtement, je serais plus capable de séparer ça. J'ai l'impression aujourd'hui, honnêtement, que peut-être c'est la troisième facette où j'ai l'impression que quand j'aborde plus qui je suis, puis un peu ma mission sur la Terre, ce que je suis venu faire, j'irais peut-être plus l'aspect spirituel. J'ai l'impression que les deux autres, ils font partie de ça. Je suis plus en conflit avec les trois. La tempérance. Bien, c'est quelqu'un qui sait mettre de l'eau dans son vin. Premièrement, on va commencer par l'être humain, c'est d'accepter d'être à côté d'un autre, donner de la place à tout le monde. C'est d'être tempérant, d'être tempérant dans ce sens-là. Puis si tout le monde a sa place, mais tout le monde peut vivre. La tempérance, c'est une notion antique. Qu'est-ce que c'est que pour vous la tempérance? La tempérance, c'est un mot que je connais pas. C'est d'être... Tempéré? Tempéré? La tempérance. C'est la modération. Est-ce que c'est... C'est un beau terme qui permet d'entrer dans l'histoire. C'est le vestibule de l'histoire, je dirais, que la tempérance. Finalement, dans le domaine politique, alors, la tempérance, c'est de la diplomatie. Oui, en d'autres termes, quoique bon, la diplomatie dans la politique, c'est beaucoup plus que la tempérance telle qu'on l'entend. C'est plus stratégique. C'est beaucoup plus stratégique, oui. Mais disons, dans la vie quotidienne, au niveau humain, c'est vrai que la diplomatie humaine aussi doit s'appliquer, être de mise pour permettre aux gens de pouvoir, comme qui dirait, mettre de l'eau dans son vin ou bien se recentrer, essayer de se modérer au fond de soi-même face à certaines situations qui vous pousseraient à sortir de vos gonds, mais vous essayez quand même, ça induit aussi une certaine maîtrise de soi finalement, pour pouvoir à chaque fois ne pas pousser le drame au fond des choses jusqu'à l'éclatement, et parfois ça peut emmener à des situations fort regrettables après. Mais finalement, par rapport à soi, c'est aussi très important que la tempérance, parce qu'on a des fois bien des conflits intérieurs, et que d'être dans cette modération, ça peut aussi permettre toute une harmonie. Ben, tout à fait. Je crois qu'avant qu'on applique la tempérance à l'extérieur, ça suppose qu'on a commencé déjà à le travailler sur soi-même. Et tout se cultive en soi. Je pense que toutes ces qualités dont on peut parler aujourd'hui se cultivent. Il faut commencer quelque part. On prend conscience, par exemple, dans sa nature profonde, qu'on manque de tempérance. C'est un exemple. À ce moment-là, on s'attelle à cultiver la tempérance en soi, à essayer de regarder les gens, regarder d'abord soi-même, parce que tout part de soi. Avant d'appliquer quoi que ce soit à l'autre, il faut d'abord l'avoir vécu soi-même. Je crois que c'est à partir de son expérience personnelle, par exemple, en termes de tempérance, qu'on peut, à ce moment-là, déborder, extrapoler ça ou essayer d'accorder ça aux autres aussi. Donc, quand on est tempérant avec soi-même,
On se respecte, on fait attention, on est moins dur avec soi face à certaines situations. Au lieu de s'énerver, au lieu de s'en prendre à soi-même, on essaie de se modérer déjà. La tempérance, c'est la modération. Pour vous, la persévérance, c'est quoi? La persévérance, je pense que c'est que quand on avance toujours plus et plus loin malgré les obstacles qui surviennent, je pense que c'est l'effort de continuer, c'est ça, même si tu as un échec, même si tu as une difficulté, ben, c'est toujours d'avancer un peu plus loin pour arriver à ton but. Quoi que ce soit bien, surtout quand il se passe des choses pas belles dans notre vie. C'est de croire que le futur va nous apporter du bien. On a toujours les forces pour nos difficultés. C'est de pousser, toujours pousser et d'essayer d'atteindre nos objectifs. Je dirais la première étape, c'est d'être en présence de ses rêves et de ses élans. Ce que j'observe chez les gens avec qui, par exemple, je partage mon travail, c'est que c'est vrai que les gens ont de magnifiques projets, même des visions. Certains sont en contact avec des élans plus profonds et d'autres sont en contact avec une forme de volontarisme alimenté par un conditionnement social ou familial ou personnel. Et ils entrent dans cette forme de volontarisme pour persévérer et se dire « il faut que je continue, il faut que je fasse ». Et pour moi, ça, c'est pas tout à fait la réelle persévérance. La réelle persévérance, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui vient d'un état intérieur que j'appelle le « je sais ». Cet état qui fait que face à des événements de la vie, face à des choix très profonds qui surgissent de soi, ce que tu nommes les élans et les rêves, j'ai l'impression que c'est possible d'accomplir de grandes choses en maintenant toujours une présence à cette sensation du « je sais que c'est ça ma voie », par exemple. Je sais que c'est ça mon expérience. Donc finalement, là, je parle d'intuition. Et c'est pour ça qu'au début, quand tu disais les élans et les rêves, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être vraiment en présence de leur élan et de leurs rêves et qu'ils ont des rêves qui sont conditionnés par à l'âge de 30 ans, il faut que j'ai une maison, que j'établisse ma famille. Et ils sont dans un volontarisme. Et pour eux, ils appellent ça « il faut que je persévère ». Et j'ai rencontré beaucoup de gens malades qui avaient persévéré dans ce genre de volontarisme et qui s'étaient tués, entre guillemets, à la tâche. Il est bien possible que les gens confondent un petit peu. La persévérance, c'est vrai. J'ai souvent rencontré des gens aussi qui persévéraient sur le plan matériel, sur le plan humain, et réalisaient des choses, mais vraiment dans la matière. Alors que pour toi, la persévérance, comme pour moi d'ailleurs, la persévérance, c'est plutôt intérieur. Elle est reliée à la foi? Oui, elle est reliée à je dirais cette foi, oui, intrinsèque, qui n'est pas alimentée par un système de croyances extérieures. Par exemple, croire en Dieu, moi je dirais plutôt vis l'expérience de Dieu et là, la foi, elle est vraiment habitée. C'est ce que j'appelle une foi habitée. Et cette foi habitée part de cette expérience intérieure, d'un état intuitif très profond qui fait que malgré des expériences difficiles ou des épreuves, ou en contact avec des élans très profonds et des rêves, tu sais intérieurement que ça va s'accomplir et donc il faut juste se maintenir et être dans un état justement de persévérance. Pour vous, l'humilité, c'est quoi? Ça, c'est des questions philosophiques, hein? C'est tough, ça. Pour moi, c'est être true to yourself, to be real. Pour être vrai, pour vivre selon ce que je crois intérieurement. L'humilité. En fait, je dirais que c'est commencer par se respecter en tant qu'individu et d'être capable de vivre avec soi-même. L'humilité, c'est de savoir se ressourcer, se penser soi-même, se trouver des défauts à la limite, comment se comprendre, mieux comprendre les autres aussi, savoir piler sur son orgueil un peu. C'est ça l'humilité pour moi. C'était de se plier puis de dire oui à tout le monde, puis de jamais rouspéter. Moi, j'appelais ça l'humilité. Alors, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est pas tellement positif. Pour en venir à l'humilité, d'après moi,
l'humilité, ça va avec vérité. Ah oui. D'après moi, c'est un résultat de la vérité. Si tu es vrai tout le temps, avec n'importe qui que tu rencontres, que tu sois avec une seule personne ou que tu sois avec des milliers de personnes, que tu es vrai, ben ça, tu peux pas, après ça, gonfler la tête. Tu peux pas devenir orgueilleuse ou moi je fais ci. Moi, j'ai un don, c'est sûr que j'ai eu un don. J'ai été choyée. J'ai eu ce don-là génétiquement. Du côté de ma mère, c'est des musiciens. Donc, c'est génétique. J'ai eu ce don-là. Vous portez ça en vous. Je le porte en moi et je suis reconnaissante. Je sais que c'est pas tout le monde qui a ce don-là, mais pour moi, je le fais, c'est naturel. C'est naturel, vous le faites avec éclat, mais comme c'est héréditaire, là aussi, vous le faites avec naturellement, parce que c'est un talent, un vrai talent, et vous le faites avec humilité. Oui, je le fais avec humilité. Ben, puisque vous le faites avec plaisir et passion. Oui, je le fais. Et que vous êtes cela. Oui, je le fais avec plaisir, je le fais avec passion, je le fais avec vérité. J'aime ça. J'aime le faire. C'est pas que j'aime être acclamé par les gens. J'aime être capable de partager ce que j'ai comme don. Oui, mon Dieu, c'est de vivre au jour le jour, je pense, avec à mesure que le temps passe, avec les belles périodes de température comme on a aujourd'hui, c'est merveilleux. La simplicité, c'est le fait de vivre avec ce qu'on a, puis de ne pas vouloir en avoir plus. J'ai l'impression qu'on confond la simplicité avec l'ennui. Que quelqu'un qui est simple, qui veut mener une vie simple, on va penser que c'est quelqu'un qui est ennuyant, qui s'ennuie, qui ne sait pas quoi faire. D'être assis ici? Je dirais que c'est peut-être ce qui est naturel, ce qui vient spontanément du cœur. La simplicité, c'est pas poser des questions. Ben, en fait, je pense que la simplicité, il ne faut pas la voir comme quelque chose qu'il faut essayer d'acquérir. Je pense que c'est une qualité qui est innée chez l'être humain, la simplicité, qui est innée à l'âme, donc au cœur humain. Oui. Et il faut donc la retrouver. Je pense que le cœur humain est par lui-même simple, mais le mental complique beaucoup les choses. Donc il faut plutôt retrouver notre simplicité, et ça nous ramène à notre source, ça nous ramène à nous-mêmes, à nos racines profondes. Et je pense que c'est là que le travail qui doit se faire là, pour la simplicité. Et oui, alors, parce que j'allais dire, mais qu'est-ce qui fait que dans la vie, on n'est quand même pas aussi simple que ça, hein? Au contraire, on aime bien la compliquer parfois, la vie, ce qui apporte beaucoup de difficultés. Donc, je me disais, mais est-ce que c'est parce que les gens ne vont pas chercher à l'intérieur d'eux-mêmes? Oui, en grande partie, on cherche la simplicité. En fait, on cherche beaucoup la simplicité souvent à l'extérieur, dans les choses extérieures. Hein. On pense que, par exemple, de quitter la ville, de s'en aller vivre à la campagne, faire pousser des carottes et puis se couper de l'électricité ou du monde moderne, on pense qu'on va atteindre la simplicité. Oui, une certaine forme, mais extérieure, mais on peut être très, très compliqué à l'intérieur si on n'atteint pas le cœur, la simplicité du cœur. Donc, c'est vraiment de retourner à soi, effectivement, et de ne pas tellement viser la simplicité extérieure. Tout commence par soi. Hein. Alors vraiment, c'est par soi que la simplicité va commencer, c'est vraiment au cœur de l'homme qu'on doit aller. Donc la simplicité, et c'est une force aussi. Ah, c'est une force incroyable quand on atteint la simplicité, parce que la simplicité nous permet de se retrouver et d'être nous-mêmes. Et quand on est nous-mêmes, on peut non seulement profiter de la vie plus pleinement, accomplir sa mission qu'on est venu faire, mais aussi donner aux autres ce qu'on est profondément. Il y a une anecdote qui me fait sourire. Bon, on dit souvent la simplicité d'un enfant, on donne souvent l'enfant comme exemple, et à quelque part, c'est très vrai. Je me souviens, un été, on était avec ma fille qui avait 3 ans à l'époque, et on écoutait un groupe de musique sud-américain qui jouait sur une terrasse à l'extérieur, et il y avait plein de monde. Et tout d'un coup, ma fille a eu le goût de danser. Elle s'est levée, elle ne s'est pas posé aucune question, elle a suivi son élan. Elle s'est levée, elle a dansé, malgré tous les gens qui la regardaient, ce que moi, j'aurais jamais fait comme humain, comme adulte. Elle a dansé, et les gens ont trouvé ça beau, les gens ont apprécié, elle a donné quelque chose aux gens, tout simplement parce qu'elle avait la simplicité d'être elle-même, de suivre son élan intérieur. C'est ça, elle a été naturelle. Elle a obéi à quelque chose. Elle a obéi à quelque chose donc qui ça, est c'est la l'essence beauté. Même de et c'est la beauté. Et la simplicité nous mène aussi à la joie de vivre, parce que si on n'a pas la simplicité, il est très difficile d'apprécier la vie, à mon sens. La patience, c'est quoi, mon Dieu? C'est contrôler ses émotions, peut-être?
C'est une qualité essentielle aujourd'hui parce que ça nous permet de continuer à avoir des échanges avec les gens qui nous entourent parce que sinon on est fini. Puis le problème aujourd'hui, c'est le manque de tolérance et le manque de patience en général dans la société. La patience, pour moi, ça ressemble beaucoup à la tolérance. C'est quelque chose qu'on a en soi de la sagesse. Tout va vite et puis il y a beaucoup de stress et puis je pense que c'est important d'être tolérant puis de prendre le temps de réfléchir quand des situations se présentent à nous. Moi, c'est un petit peu ça pour moi, la patience. C'est découvrir ce qui existe à l'intérieur de nous. La patience, c'est un art, ça se cultive. Pour moi, c'est quoi la patience? C'est l'amour, finalement. Comme vous disiez si bien, ce sont des enfants merveilleux, des enfants magnifiques. Puis on ne peut pas faire la rencontre de ces enfants-là sans faire un cœur à cœur. Parce qu'ils sont présents, ils sont du moment, de l'instant présent. Ce n'est pas des enfants qui vivent pour demain, après-demain, pour obtenir quelque chose. Ils vivent pour être, tout simplement. Alors, quand tu veux être, ben la patience, ça fait partie. Tu n'as pas à attendre, tu as ce que tu es tout de suite. Et puis, les enfants, ils sont nos maîtres, pas dans la façon, ils sont des enfants rois, non. Ils sont nos maîtres parce qu'ils nous apprennent vraiment qui nous sommes. Alors, nous sommes toujours désorganisés dans l'imprévu, nous sommes toujours impatients pour quelque chose qu'on veut immédiatement. Nous sommes heureux de rencontrer des gens, mais souvent, en étant adulte, on oublie comment entrer en relation avec des gens. On a besoin de toutes sortes d'apparences, on a besoin de savoir un paquet de choses. Et puis, il y a Christian Bobin, cet auteur que j'aime beaucoup, qui dit « Ce que l'on sait d'une personne nous empêche de le connaître. » Alors, les enfants, ils ne savent rien de personne. Donc, ils entrent tout de suite en relation avec la personne. Elle est ce qu'elle est. Alors, quand tu entres en relation avec une personne, tu n'attends rien. Alors, la patience, ben, c'est quoi? C'est d'être là, tout simplement, d'être à l'écoute. Puis les enfants, ils ont toujours à nous apprendre. Alors, nous sommes continuellement à l'écoute. Alors, c'est tout simplement, ils nous donnent une soif d'être. Alors, la patience, ça se résume vraiment à l'amour de l'instant présent. Jean-Simon, c'est Jean-Simon qui fait le clown avec son ballon. Il est très adroit, hein? Oui, oui, oui. On a le droit à un véritable numéro, là, hein? C'est respecter l'autre dans ce qu'il vit au moment où il vit. C'est d'être capable de se donner à l'autre, de s'ouvrir. La compassion, pour vous, c'est quoi? La compassion, c'est penser aux autres. Simplement, penser aux autres avant de penser à soi. C'est d'accueillir son expérience aussi, puis de l'aider à aller un petit peu plus loin pour ne pas rester pris dans la peine, dans la souffrance. À la compassion. Et dimanche après-midi. Et d'essayer de regarder avec elle si à travers ce qu'elle raconte, s'il n'y aurait pas une petite porte de sortie où il y aurait de la lumière. La grande question. Compassion. La compassion, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, pour voir comment on réagirait dans sa situation au lieu de le juger. Et la compassion. Pas évident. Écoutez, la première chose qui me vient à l'esprit avec la compassion, c'est ne pas prendre en pitié quelqu'un. Je pense que ça va à l'encontre de la compassion. La compassion, pour moi, nécessite d'être capable de se mettre à la place de l'autre, d'être capable de faire abstraction de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de nos croyances même, pour aller vers l'autre et accueillir ce qu'il est dans ses blessures, dans ses victoires, dans ses défaites. La compassion, pour moi, est une qualité exceptionnelle, qui ne peut être atteinte qu'après s'être réalisée dans beaucoup d'autres. Je pense que le mot compassion peut aussi avoir une dimension bien plus grande, à savoir qu'elle implique la conscience de la divinité. J'ai longtemps été formateur dans un poste d'écoute téléphonique et probablement la qualité la plus essentielle, mais la plus difficile qui était nécessaire pour ce processus d'écoute, c'était justement la capacité de compassion.
Et si on ne grandit pas, si on n'est pas nous-mêmes, si on n'évolue pas comme individu, on n'est pas capable de compassion envers nous-mêmes, donc on n'est pas capable de compassion envers l'autre. Quand on est en présence d'un être qui a beaucoup de compassion, on se sent bien, on va se ressourcer auprès de cet être-là. Pas besoin de paroles, pas besoin de gestes extraordinaires. Le simple fait d'être en compagnie ou dans le voisinage d'une telle personne, on en ressort absolument soulagé. Et la compassion, pour moi, c'est l'union de cette verticalité en nous, mais aussi de l'horizontalité, c'est-à-dire la conscience de s'ouvrir à tout ce qui existe sur Terre. Comme je disais, pour le respect, je disais que dans le respect, il y a le mot paix, et puis dans la compassion, il y a le mot passion. C'est avec passion. Et puis trop souvent, on a peur de la compassion parce qu'on a peur de nos émotions, on a peur de pleurer, on a peur de toucher. C'est de l'amour, c'est de la générosité. Compassion, des fois, c'est une petite chanson à chanter. La bonne chanson qui sonne bien à l'oreille de l'autre et qui aide un peu sa souffrance. Vous venez donc de découvrir un tout petit extrait des échanges que nous avons eus avec nos invités. Sachez que dans la série de rencontres, il va y avoir plus de 6 heures d'entretien. 6 heures à passer avec des gens que vous aimez, avec des gens qui vont parler d'eux-mêmes, de leur intimité. Vous allez comprendre à travers ce qu'ils diront tout ce que vous recherchez. Parce qu'on a besoin, non pas de leur ressembler, mais d'être dans ce rayonnement. On a besoin d'être aussi heureux et rayonnant qu'ils le paraissent. Afin de vous donner également un bon aperçu de ce dont nous allons discuter tout au long de nos rencontres, Jean-Claude, pourrais-tu nous définir ce que sont les valeurs une à une? Par exemple, le courage. Qu'est-ce que le courage? Le courage, alors, c'est une force merveilleuse qui nous propulse de l'avant, qui vient alimenter toutes les autres valeurs, comme les encourager précisément pour exister pleinement. Mais surtout, le courage nous donne cette puissance de l'action. L'honnêteté maintenant. L'honnêteté, alors ça nous ramène vraiment au plus profond de nous-mêmes, être honnête avec soi-même, pour pouvoir rencontrer l'autre dans sa richesse et dans la même pureté de cette honnêteté. C'est un partage, c'est un échange que l'honnêteté. Une valeur que l'on connaît un petit peu moins bien, c'est la tolérance. Ah, la tolérance, et pourtant Dieu sait si on en a besoin, de cette tolérance qui nous place sur le chemin de la compréhension, sur le chemin du partage. Cette tolérance qui nous fait regarder l'autre sans aucun jugement, qui nous fait l'apprécier quel qu'il soit. Et c'est ça qui est important. La tolérance, c'est vraiment la force majeure d'une qualité de vie. Et que dire de la justice? Parce que souvent on perçoit la justice comme quelque chose d'extérieur à nous. Mais la vraie justice, c'est tout autre. Le juste milieu, le discernement, se replacer dans son axe, regarder et apprécier les autres valeurs qui sont en train de s'élever, les connaître intimement, rester toujours fidèle et dans l'axe de celle-ci, c'est très important que la justice. Et que dire de l'obéissance? L'obéissance, c'est une valeur qu'on a l'impression qu'on utilisait seulement quand on était petit et qu'une fois devenu adulte, on n'a plus à obéir à rien. Oui, obéir à qui que ce soit, on n'en veut plus, mais obéir à soi, ça c'est très important. Parce que l'obéissance, c'est sentir ce que l'on est, cette inspiration qui est là, cette petite voix qui parle, lui obéir nous aide à une qualité de vie et nous aide à aller de l'avant. On obéit à une injonction, à une inspiration, à une force. On va de l'avant. L'obéissance nous aide à aller, à partager, à parcourir en toute conscience le chemin. Et dans toutes ces magnifiques valeurs, il en est une qui nous permet de ne pas se promener d'un excès à l'autre. Et c'est notre ami la tempérance. La tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre. L'image que j'aime bien, c'est l'image du funambule. Le funambule, vous savez, celui qui est sur le câble. Il a son balancier et puis il cherche à rester en équilibre. C'est ça la tempérance.
Ne pas trop donner ici, pas trop donner là parce que c'est dangereux, mais rester vraiment dans l'équilibre. Alors, nous, avec la tempérance, le balancier que nous avons qui nous tient en équilibre et qui nous aide à parcourir, c'est un peu de volonté, beaucoup de patience, de la persévérance et encore de la tolérance. Ça dépend des moments, mais la tempérance, c'est une force majeure. Et nous rencontrons tous dans notre vie des instants où on aurait le goût de démissionner, d'abandonner, de dire « Oh non, c'est trop difficile, je recule, je rentre dans chez moi, je ne bouge plus. » La persévérance devient alors un outil d'une grande puissance. La persévérance qui est le « je sais ». Je sais ce dont je suis capable. Je sais que je peux y arriver. C'est pour ça qu'il faut persévérer toujours. C'est une grande richesse. Il y a une autre valeur, moi, qui me touche beaucoup, c'est que souvent, quand on entreprend un cheminement dans notre vie, certains vont avoir tendance à crier ça sur les toits, « je suis ci, je fais ça ». Mais c'est souvent des cheminements qu'on ne fait pas pour soi. Et il y a une valeur humaine qui nous aide à vivre notre expérience pour nous-mêmes, c'est-à-dire l'humilité. L'humilité, la douceur dans les sentiments. L'humilité qui semble envelopper toutes les autres qualités que nous manifestons. L'humilité qui n'est certainement pas l'effacement, mais qui est au contraire une force, dans une certitude. L'humilité, c'est l'accomplissement de ce que l'on est, c'est la compréhension de ce que l'on devient. Une autre étape, moi, que je trouve importante, c'est souvent quand on dit « je vais améliorer ma vie », on se complique les choses. On va suivre 56 formations, on va faire 56 voyages, on va aller loin de chez soi, on va chercher très loin. C'est compliqué et à un moment donné, on devient fatigué, alors qu'un des signes sur le chemin qu'il faut toujours suivre, c'est celui de la simplicité. Simplicité, c'est-à-dire ce que l'on est intérieurement est simple, certainement pas compliqué. C'est la vie qui est compliquée. C'est parce qu'on ne la comprend pas, mais quand on se repose en soi, dans cette force merveilleuse qu'est la simplicité, tout est si simple, si humble, si tolérant, si empli de toutes ces richesses merveilleuses des autres valeurs. Et arrive un temps où on est impatient. On trouve que les choses vont pas assez vite, on trouve qu'on n'évolue pas assez rapidement, on vit des rechutes, on retourne dans nos vieux patterns et là, on est impatient. Alors la patience est merveilleuse parce que c'est le temps que l'on prend pour examiner tout ce que l'on est, de beau, de meilleur, tout ce qu'il y a d'essentiel en nous, cette richesse dont nous venons de parler. Également, qu'est-ce qu'on rencontre dans tout processus? Le doute s'installe parfois et quand le doute s'installe, on a l'impression que tout ce qu'on avait élaboré dans notre tête, tous les projets qu'on avait, on n'y arrivera jamais. Et c'est là que la confiance vient nous soutenir dans notre élan. La confiance, vous pouvez en être sûr, va vous permettre d'accomplir tout ce parcours parce qu'elle va vous léguer la force de la certitude. Et bien entendu, une fois qu'on a réussi à intégrer toutes ces valeurs et à réactiver, ce n'est pas de les intégrer parce qu'on les possède, à les réactiver, toutes ces valeurs à l'intérieur de nous, il en est une qui émerge de l'ensemble et c'est la compassion. Compassion. Connaître l'autre à travers ce que l'on ressent de lui et qui nous fait découvrir ce que l'on est. N'est-ce pas le plus beau partage d'amour? Est-ce qu'on peut donner l'exemple à ce moment-là, Jean-Claude, que notre intérieur se transforme comme un jardin dans lequel toutes ces valeurs-là étaient là à la naissance et qu'on a chacun de nous à les cultiver pour leur permettre de croître? Un jardin intérieur rempli de belles fleurs que l'on voit, que l'on nomme, mais surtout qu'on ressent le parfum de toutes ces fleurs, permettront le rayonnement de ce que vous allez savoir devenir. Toutes ces valeurs-là, on va les voir une à chaque émission. On va jaser avec les gens de la rue pour savoir qu'est-ce qu'on en pense, cœur à cœur. Et vous allez rencontrer, bien entendu, on le disait tout à l'heure, nos invités, où on va pouvoir aller encore plus loin dans chaque valeur et la reconnaître chez l'autre dans son vécu. C'est pas seulement des belles théories, pas seulement des belles phrases qu'on se partage, c'est un vécu et c'est ce qui fait la richesse de toutes les rencontres que vous allez avoir eues. Oui, c'est un grand moment de plaisir que vous allez avoir à chaque fois. À chaque fois, vous allez vous découvrir, vous allez être incité à devenir ce que vous avez toujours voulu être. Parce qu'en fait, nous vous proposons des chemins,
Nous vous proposons des pistes de réflexion, nous vous proposons le bien-être. Et pourquoi pas la plénitude? Ce sera de moyens concrets, pratiques, et le fait qu'on les entend, dit par des personnes qui les ont mis en pratique dans leur quotidien, ça nous aide, nous, à l'intégrer dans le nôtre. Exactement. Nous avons besoin de cela. C'est déjà une sorte de partage. Savoir que ceux que nous aimons vivent cela, que nous-mêmes, nous possédons cela. C'est comme si, dans l'absolu, on se rencontrait. On formait une grande famille. Et en fait, c'est le cas, puisque nous sommes tous sur le chemin de la compréhension, ce chemin utile à l'amour que nous désirons. Surtout qu'on est souvent habitué à chercher très loin ce qui se trouve juste en nous. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Mais bien sûr. En fait, il faut considérer toutes ces qualités de vie, toutes ces valeurs. Imaginez un diamant. C'est un tout, c'est une belle pierre. Et il scintille de plusieurs facettes. Chaque valeur est une de ces facettes de ce diamant. Lorsque je vous ai posé la question en tout début de cette rencontre, êtes-vous heureux? Si la réponse qui est montée à l'intérieur n'était pas un oui, un vrai oui, un gros oui, soyez avec nous lors des 12 prochaines rencontres. On va explorer ensemble 12 pistes de réflexion pour nous aider tous autant que nous sommes à améliorer notre qualité de vie dans la simplicité de notre quotidien. Nous vous proposons bien entendu des valeurs à vivre.